Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité que je viens ici devant et à l'invitation de la chaîne de l'Espoir. Vous avez une association là qui est véritablement formidable, qui fait et réalise des projets extrêmement concrets. Et donc, je viens ici avec beaucoup d'humilité parce que, évidemment, les questions que je vais aborder maintenant ne vous sont pas du tout étrangères. Et vraiment, merci de me donner l'occasion d'aborder cette problématique de la migration, qui est une problématique complexe, difficile, devant vous. Alors, France Terre d'Asile, c'est une vieille organisation qui est née en 1971 avec un objet unique au départ, qui était la défense et la promotion du droit d'asile, selon la Convention de Genève, évidemment avec l'évolution des migrations, l'évolution de l'objet social a lui aussi été initié, et aujourd'hui on s'occupe évidemment des questions d'asile, mais des questions également de migration de droit. France Terre d'Asile aujourd'hui, c'est une organisation qui comporte près d'1 millier de salariés répartis sur l'ensemble du territoire national, mais également avec des implantations à l'étranger, en Tunisie, bientôt au Sénégal et probablement en Côte d'Ivoire. Et c'est une organisation qui travaille sur plusieurs segments. L'accueil, l'orientation des demandeurs d'asile, l'hébergement des demandeurs d'asile, des réfugiés statutaires et de la prise en charge des mineurs, alors non accompagnés, mineurs isolés étrangers, ça dépend de la manière dont on les nomme. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de m'exprimer devant une ancienne présidente de France Terre d'Asile, Jeanne-Marie Parly. Merci de votre présence. Parce que, évidemment, France Terre d'Asile, c'est aussi un conseil d'administration qui est en règle générale présidé par un haut fonctionnaire. Alors nos rapports avec l'État sont les suivants. Nous avons toujours décidé de l'orientation stratégique de l'organisation, c'est d'être au cœur des politiques publiques depuis 40 ans et de faire en sorte que l'accueil des demandeurs d'asile, des migrations de droit repose sur la solidarité nationale. C'est un choix délibéré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous accueillons, nous orientons, nous informons chaque jour près de 10 000 personnes environ. Et le budget de l'organisation est à 98% financé par l'État. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y a également un certain nombre de bénévoles qui sont présents dans l'organisation, près d'1 millier, et qui accompagnent évidemment les salariés. Alors, je voudrais aussi remercier Paul Naou, où est-il, de m'avoir contacté. Et nous sommes mis d'accord il y a quelques mois sur la thématique migration, état des lieux, quels enjeux. Nous sommes en plein cœur de l'actualité, vous avez raison de le dire, on abordera cette problématique. Alors, actualité nationale, mais actualité évidemment européenne, parce que la question de l'asile n'est pas simplement nationale, elle est également européenne. Alors, très rapidement, quand on parle de migration, je crois d'abord qu'il faut s'arrêter sur les mots de l'immigration ou des migrations, parce que tant il est vrai que dans l'opinion publique et dans les médias, en réalité, on emploie de manière un peu indifférente chacun des termes. Clandestin, réfugiés, asile, etc. Alors, si vous voulez, d'abord, je voudrais vous rappeler, mais ce que vous savez tous, ce qu'est un migrant et la définition du migrant selon l'Organisation des Nations Unies.
c'est quelqu'un qui franchit la frontière de son pays et qui va s'installer durablement, au moins 1 an, dans un autre pays. C'est cela la définition de la migration internationale. Et je crois que pour commencer cette conférence, je voudrais simplement vous rappeler une évidence que vous avez tous en tête, c'est que la règle sur cette planète, c'est pas du tout la migration, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est la sédentarité. 97% de la population mondiale ne migre pas et vit chez elle, là où elle a ses racines, ses amours, ses biens. Et en réalité, depuis 40 ans, la proportion des migrants internationaux n'a pas été modifiée. C'est 3% de la population mondiale. Mais bien évidemment, la population mondiale elle-même a tout de même varié depuis un demi-siècle. Et c'est la raison pour laquelle elle est en augmentation. Donc vous avez aujourd'hui une migration qui représente 240 millions de personnes. Encore faut-il avoir en tête que ça se divise quasiment en 3 tiers entre les migrations nord-sud, 82 millions, sud-sud et sud-nord. Et donc tout le monde dans ces migrations, dans ces 240 millions, ne viennent pas évidemment vers les pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, les migrations sud-sud, par exemple, sur le continent africain, sont évidemment extrêmement nombreuses. Alors, je rappelle également que deuxième idée fausse, ou deuxième idée à déconstruire, c'est que les migrations, en règle générale, quand elles se produisent toujours à proximité des zones de conflit et ne se dirigent pas vers les pays de l'OCDE ou de l'Union européenne. Regardez, prenez n'importe quel conflit, par exemple le conflit syrien, évidemment, où se trouvent les personnes, à proximité de chez eux. D'abord en Turquie, au Liban, en Jordanie, et finalement l'Union européenne n'accueille qu'une infime partie de ces migrations. Donc première idée, effectivement, les migrations ne sont pas la règle sur cette planète, c'est la sédentarité. Et deuxième élément, quand les migrations se produisent, elles se produisent déjà en proximité de des zones de conflit. Alors, bien entendu, les migrations ont des causes différentes. Et parmi les 240 millions de migrants dont je vous parlais tout à l'heure, il y a à la fois des migrations forcées, des migrations de travail, des migrations du savoir, des migrations familiales, des migrations climatiques. Alors chacune d'entre elles, de ces migrations, doit évidemment être abordée séparément, et d'ailleurs a des instruments juridiques de réponse tout à fait spécifiques. Alors les migrations forcées, c'est celles pour lesquelles nous avons été créés. France Terre d'Asile a été créée pour répondre principalement à ces migrations forcées, c'est-à-dire 65 millions de personnes dans le monde qui sont déplacées ou réfugiés dans un autre pays pour cause de guerre et de migration. Alors attention, dans ces 65 millions, vous avez à la fois des personnes qui sont déplacées à l'intérieur des pays, et puis vous avez des personnes qui ont franchi des frontières pour obtenir le statut de réfugié. Écoutez, c'est environ un tiers de ces migrations forcées. Je reviendrai tout à l'heure sur les migrations de travail. En règle générale, c'est des migrations qui vont se dérouler avec des autorisations, des visas spécifiques, des cartes de séjour spécifiques. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question quand on abordera la question de la France. Les migrations de savoir qui
sont les migrations principalement étudiantes, et j'en reparlerai là aussi tout à l'heure, mais qui en règle générale ne posent pas de problème et au contraire sont dans un grand consensus. Il y a un consensus général sur le fait que nos grandes écoles ont besoin évidemment de migrants internationaux, d'étudiants internationaux, parce que d'ailleurs c'est un marché à conquérir et sur lequel il y a une compétition. Vous avez ensuite les migrations familiales. Alors dans les migrations familiales, il y a tout simplement le fait qu'à l'époque, par exemple, de la mondialisation dans notre pays, un certain nombre de nos compatriotes ont l'idée curieuse de tomber amoureux ou amoureuse de citoyens ou de citoyennes non européennes, et en plus de vouloir les épouser. Donc voilà des motifs d'entrée de migration familiale. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le regroupement familial qui, juridiquement, signifie tout simplement pour des étrangers en situation régulière sur notre pays de pouvoir faire venir leurs conjoints, leurs conjointes et leurs enfants. Et puis les migrations climatiques dont on parle beaucoup, mais qui se manifestent surtout dans les pays touchés par ces questions. C'est d'abord des déplacements internes à l'intérieur de ces pays. Et les migrations climatiques ici ne sont pas encore, si j'ose dire, arrivées. J'entends souvent un certain nombre d'experts ajouter au tragique de la question migratoire en disant que nous allons avoir des millions de réfugiés climatiques, comme si la question migratoire n'était déjà pas assez anxiogène comme ça. Et on rajoute un petit peu, alors que la question, il ne s'agit pas de la nier, pas du tout, mais il s'agit simplement de dire qu'elle est pour l'instant contenue dans un certain nombre de pays. Alors, très rapidement, les zoom sur les migrations liées au climat. Évidemment, nous y reviendrons. Toutes les zones en rouge sont les zones qui sont évidemment très exposées à cette question. Et la question des migrations, c'est évidemment pas simplement une question nationale, notamment pour ce qui nous concerne, mais c'est une question européenne. Et de ce point de vue, si par exemple je prends la question de l'asile, ça fait simplement 20 ans que nous discutons d'un processus d'harmonisation au niveau européen, mais un processus d'harmonisation qui ne vient pas. Moi, il se trouve que j'étais à Tampere en 1999 au moment où on a décidé que c'était l'orientation stratégique de l'Union européenne et qu'il fallait absolument harmoniser le système européen. Évidemment, nous y sommes toujours. Vous le verrez tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on revienne sur le slide précédent. Vous avez, j'ai noté simplement là quelques éléments, mais que vous avez évidemment bien en tête. On pourrait commencer par Schengen, cette zone évidemment de libre circulation, mais pour les pays qui sont adhérents et pour les citoyens qui composent cet espace et qui est évidemment aujourd'hui en crise, et notamment depuis 2015, puisque chacun des pays adhérents à l'espace Schengen a trouvé absolument nécessaire de rétablir un certain nombre de contrôles aux frontières, et comme la liberté de circulation est un des éléments fondamentaux pour la construction européenne et considéré comme positif par nos concitoyens, il s'agit évidemment de sauver ce système. Et pour sauver ce système, on n'a rien trouvé de mieux que d'accepter un certain nombre de dérogations permanentes pour rétablir un certain nombre de contrôles aux frontières. C'est par exemple ce qui se passe à la frontière franco-italienne, mais c'est aussi ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Est. Et puis, vous avez d'autres questions qui, depuis
2 décennies se pose à l'Union européenne. Alors je crois que tout le monde ici a entendu parler des Dublinés et de ce fameux problème des Dublinés, et Dublin, c'est un système, je vous rappelle, dit de responsabilité. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier pays d'entrée des demandeurs d'asile doit examiner la demande d'asile de la personne. Bon, c'est évidemment un règlement qui a été inventé et poussé par les vieux pays de l'Union européenne, et c'est un règlement asymétrique, parce que ça fait reposer la charge de l'accueil sur les pays qui ont des frontières extérieures. Et ça fait tout simplement près de 20 ans que ça ne fonctionne pas, que ce système dysfonctionne. Je vais vous donner tout de suite un exemple très concret. En 2016, c'est les derniers chiffres que j'ai en ma possession, la France a fait 25 000 demandes de réadmission vers un autre pays européen. 25 000. Les autres pays européens ont répondu et la France a pu réacheminer 1293 personnes. Mais comme dans le même temps, les autres pays européens sollicitent la France pour accueillir un certain nombre de personnes en provenance qui sont placées sous règlement Dublin, nous en avons accueilli 1253. Voilà. C'est solde, 40, et je ne vous dis pas la pression, évidemment, dans les préfectures, la mobilisation de moyens, le caractère onéreux de toute cette opération, et puis la souffrance dans laquelle se trouvent évidemment les personnes qui sont baladées d'un pays à l'autre. Et c'est aujourd'hui autour de Dublin que, notamment, la politique française semble axer une de ses priorités. Il s'agit, nous dit-on, de mieux renvoyer, mieux expédier vers un certain nombre d'autres pays les personnes qui sont arrivées sur notre territoire. Et je lisais avec beaucoup d'intérêt l'intervention du ministre de l'Intérieur il y a un mois devant le Sénat, qui expliquait qu'il avait déjà de grands résultats puisque les reconduites au titre du Dublin avaient progressé de 100%. Oui, 100% par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Évidemment, vous avez remarqué que la solidarité européenne n'était pas au rendez-vous au moment de la crise de 2015. Alors, ce qu'on a appelé une crise migratoire, c'est en réalité, ce n'est pas banal. Il ne faut pas faire comme si ce n'était rien. C'est l'arrivée d'1,2 million personnes sur les côtes européennes. C'est le défaut d'anticipation. Puis surtout, c'est le défaut de solidarité qui a mis en réalité toute la construction européenne en difficulté et qui a provoqué aussi un certain nombre de réactions de l'opinion publique qui donnent les résultats électoraux que vous voyez. Donc, en fait, on peut évidemment se demander comment un ensemble de 505 millions d'habitants, première puissance commerciale au monde, a pu se trouver comme cela en difficulté. En réalité, l'Union européenne, c'est une très belle construction, une très belle idée, mais qui n'est pas incarnée. J'étais à Lesbos en 2016, au plus fort des arrivées. C'était près de 4000 personnes qui arrivaient chaque nuit sur les côtes. Et je vous avoue qu'avec les officiels du Haut Commissariat aux réfugiés, avec les responsables grecs, on regardait ces gens arriver. Et alors, avec un certain effroi, parce que, moi, ma génération, je ne savais pas ce que c'était que l'Exode. Eh bien, je le voyais là. Parce que quand vous avez dans un canot pneumatique, en réalité, 5 générations d'une famille, vous vous demandez tout simplement où ils vont. Et puis vous vous demandez aussi ce que l'on fait et quelle est la réponse des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics européens n'étaient pas présents là.
en fait, vous aviez la société civile européenne qui, dans le plus grand désordre, essayait de répondre en termes de solidarité à l'arrivée de ces personnes. Et puis, vous avez eu, évidemment, au sein de l'Union européenne, un certain nombre de réactions très contrastées, notamment venant des pays de l'Est, les derniers rentrants, qui ont tout simplement oublié qu'ils n'étaient pas rentrés dans l'Union européenne pour un tiroir caisse, mais aussi pour une adhésion à un certain nombre de valeurs. C'est le groupe de Visegrad, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Nous le verrons un petit peu plus loin. Vous avez aussi un défaut, évidemment, d'harmonisation. Alors, il y a des mots qui reviennent comme ça dans la construction européenne d'un système d'asile et de migration. Pays d'origine sûre, pays tiers sûr. En réalité, pour des raisons diplomatiques, aucun pays européen n'a exactement la même. Pays d'origine sûre, eh bien, le Ghana va être sûr pour nos voisins allemands, il ne va pas l'être pour nous, et ainsi de suite. Le Mali va être sûr à moitié pour la France, c'est-à-dire sûr à moitié, quand je dis cela, il est considéré comme sûr, ou était considéré comme sûr pour les hommes, pas pour les femmes, en raison du risque d'excision, etc. Et en fait, vous n'avez absolument aucune harmonisation. De la même manière, vous avez un accès au statut de réfugié qui est très différent, malgré le fait que vous ayez la même nationalité. Eh bien, vous n'avez pas du tout les mêmes chances selon d'obtenir le statut, selon que vous vous présentez en Grèce, en Italie, en France, etc. Ce qui montre bien la nécessité, évidemment, de travailler à plus d'harmonisation, à un office européen de l'asile. Nous pourrons y revenir dans la discussion tout à l'heure. Et en fait, ce à quoi nous avons assisté, c'est peut-être au plus facile, c'est-à-dire à une tentative d'harmonisation sécuritaire et restrictive de la politique d'asile au détriment des valeurs fondatrices de l'Union. C'est-à-dire que quand il s'agit de renforcer les moyens de sécurité, les moyens de, par exemple, Frontex, c'est l'agence qui doit surveiller les mouvements, notamment maritimes et terrestres, aux frontières de l'Union. Là, il y a des moyens. Il y a des législations qui se mettent en place, qui sont de plus en plus restrictives. L'Union européenne, quand je dis l'Union européenne, c'est évidemment les 27 pays de l'Union européenne. Hein, c'est les chefs d'État, c'est pas l'Union européenne elle-même. Donc une grande difficulté d'harmonisation et du coup, le jeu le plus fréquent aujourd'hui en Europe sur ces questions de migration et d'asile, c'est évidemment le jeu de la patate chaude. On ne résout rien et on passe la question aux voisins. Alors, nous aurons, voilà, quelques... si on peut avoir... voilà. Je ne veux pas trop insister, évidemment, sur les chiffres, mais vous les avez là, avec les provenances principales de la Syrie, évidemment, du Soudan, d'Afghanistan, d'Érythrée, et première demande, la demande syrienne, deuxième demande, la demande afghane, troisième demande, la demande irakienne. Et avec des accueils qui sont très différenciés. L'Allemagne, évidemment, a eu à accueillir en 2015 un peu plus de 800 000 personnes. Elle en a accueilli pratiquement autant en 2016. En 2017, c'est tombé à 200 000. Et la France est toujours restée en dessous de 100 000. En réalité, pour 2017, nous avons accueilli 73 000 nouvelles premières demandes d'asile. Quand l'Allemagne, malgré la fin, si j'ose dire, de la crise déclenchée en 2015, on a accueilli plus de 200 000, et l'Italie, 140 000. C'est ça la réalité aujourd'hui, et la confrontation, évidemment,
des chiffres. Alors, comment arrive-t-on dans l'Union européenne? Par différentes voies migratoires et par différentes routes. Il y a une carte juste derrière. Mais en gros, vous aviez... alors, je ne sais pas, elle n'est pas très lisible. Il faut mieux regarder, évidemment, ici. En 2015, c'était à partir de la Turquie et une entrée principale sur la Grèce. Et vous avez vu comment cette question a été résolue de manière extrêmement rapide par un accord, une déclaration commune entre l'Union européenne et la Turquie, puisque du jour au lendemain, les flux ont cessé. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est véritablement du jour au lendemain, ce qui signifie évidemment que les autorités turques avaient la maîtrise de cette question, et l'accord qui a été négocié avec la Turquie s'est fait contre rémunération sonnante 6 milliards d'euros. Ça a fait bondir un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme ici, du côté européen, mais je dois dire que du point de vue politique, l'affaire a été rondement menée. Et donc, entre les valeurs, la morale et la politique, le choix a été évidemment très vite fait. Ce qui continue à se produire aujourd'hui, l'autre route principale, c'est celle évidemment depuis la Méditerranée centrale, c'est-à-dire depuis la Libye. Alors, tout le monde ici suit évidemment la situation en Libye. La Libye est un État failli, où des factions rivales, des tribus rivales se disputent tout simplement le contrôle des ressources pétrolières. Mais on n'imagine pas, je trouve que les médias minimisent la situation en Libye. Bien entendu, on a entendu parler, et ça a fini par faire le buzz, alors que ça avait été largement révélé dès le mois de mai par l'OIM. On a entendu parler des situations de mise en esclavage d'une partie de la population grâce à une vidéo de CNN. Mais la situation sécuritaire est terrible. Je rencontrais la semaine dernière des responsables du Haut Commissariat aux réfugiés qui me disaient qu'en réalité, à Tripoli, ils ne pouvaient se déplacer qu'avec 3 gardes du corps et sur une distance de 20 km. Et d'ailleurs, je regardais les informations, juste le fil d'actualité tout à l'heure, il y a des combats aujourd'hui même aux abords de l'aéroport de Tripoli. Et donc, la situation sécuritaire est terrible. Ce qui se passe en Libye est absolument problématique, hors de contrôle. Et finalement, la Libye est devenue une espèce de hub migratoire, et avec une population qui vient à la fois d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. La population qui vient d'Afrique de l'Est, pour 73% d'entre elles, elle est considérée comme ayant un accès quasi immédiat à l'asile. Ils viennent d'Érythrée, ils viennent de Somalie, voilà. Et la population d'Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes là face à des migrations mixtes, c'est-à-dire qui relèvent à la fois des questions de l'asile et d'autres questions de migration économique qui méritent d'être regardées aussi avec dignité. Et on s'aperçoit également qu'il y a une troisième voie qui est en train de s'ouvrir, de se réouvrir autour du détroit de Gibraltar, avec un certain nombre de passages vraiment en hausse depuis 4 à 5 mois. Puis, alors, évidemment, dans ce que je suis en train de vous dire,
Ce que je suis incapable, et ce que, en règle générale, nous sommes incapables de quantifier, c'est la migration irrégulière. D'où viennent les personnes? Je viens de vous en dire quelques mots. Il y a évidemment un certain nombre de gens qui viennent de pays qui sont en guerre. Et puis, vous avez des gens qui fuient tout simplement la mauvaise gouvernance, mauvais partage des richesses, avec... voilà, vous voyez des gens qui viennent de Guinée, Côte d'Ivoire, du Nigeria. Et d'ailleurs, les routes qui sont empruntées, les routes de la migration, sont aussi empruntent les mêmes routes que la drogue, que le commerce d'êtres humains et d'autres commerces fort lucratifs. Je vous ai dit tout à l'heure ça... de façon à ce que vous ayez quelques repères, en matière d'asile, un taux de reconnaissance de protection variable au sein de l'Union européenne. Vous en avez là l'illustration. Vous voyez, ça varie. Les taux de reconnaissance, c'est-à-dire un demandeur d'asile, une personne arrive sur un territoire, demande l'asile, et vous avez un certain nombre de taux de reconnaissance qui sont là. Dans l'Union européenne, il est à 52%, le taux de reconnaissance à l'asile. En Hongrie, il est à 15%. Alors en France, le chiffre là n'est pas tout à fait exact. Ça, c'est le chiffre de la première instance, puisque vous avez l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et puis derrière, vous avez la Cour nationale du droit d'asile, et là, nous sommes aux environs de 36%. Mais donc, vous voyez que nous sommes en dessous, évidemment, du taux de reconnaissance européen. Je vous ai mis là un cas où vous voyez, dans le cas somalien, vous voyez que les taux de reconnaissance des Somaliens dans l'Union européenne est fort différent, et que du coup, vous avez des orientations de flux qui peuvent tout à fait se faire. Et évidemment, puisque... d'une certaine façon, l'absence d'harmonisation aide à une orientation en fonction des lieux les plus réceptifs. De même, vous voyez, ça va de 91% pour les Somaliens en Italie, il y a peut-être quelques raisons à cela, à 20% en France. Je prends le cas érythréen, c'est un peu plus égal, mais vous avez là aussi une divergence de taux de reconnaissance qui est quand même assez problématique. Alors, je voudrais en venir à la situation française, si vous me le permettez. Alors, la situation française, là vous avez une carte, un graphique des premiers titres de séjour accordés. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que chaque année, à peu près, rentrent entre 190 000 et 220 000 personnes de façon légale sur le territoire national. Et donc, c'est très important d'avoir en tête que ce chiffre de 190 000 ou à 220 000, 220 000 c'était l'année dernière, en réalité cache des migrations très différentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et qu'il nous faut faire dans notre travail de plaidoyer la distinction. Parce que vous voyez aussi que très souvent le politique s'enflamme autour de la question migratoire, mais qu'il y a un certain nombre de flux à l'intérieur de cette masse globale qui font de toute façon consensus. Il ne reviendrait à l'idée de personne, sauf peut-être à l'extrême droite, de remettre en cause l'arrivée de migration de savoir au titre étudiant. Ça, vraiment, c'est un grand consensus total. Or, les migrations en question, elles représentent 70 000 personnes chaque année. Bon. Et la France, a priori, dit d'une même voix, quel que soit l'endroit où on se situe, qu'elle veut augmenter cette migration de savoir. Oui, puis alors, oui, alors ça, c'est la question du solde migratoire.
c'est encore une autre question. Mais je vous disais aussi tout à l'heure que vous aviez d'autres migrations sur lesquelles les politiques publiques ne peuvent pas influer. C'est les migrations d'ordre familial, le mariage. Et c'est un choix qui appartient aux individus, voilà, sauf évidemment à détourner la loi, mais ça c'est une autre question. Les migrations au titre du travail, ça représente chaque année, il faut avoir ça aussi en tête, 20 000 personnes. Aujourd'hui, on fait rentrer au titre du travail 20 000 personnes dans notre pays. Les migrations humanitaires, alors ça c'est l'asile. Chaque année, on ajoute 36 000 personnes, 36, cette année 40 000 personnes au flux qui sont comptés dans le flux global des 220 000. Vous avez 40 000 personnes qui vont obtenir l'asile sur les 100 000 qui l'ont demandé. Et puis vous avez toujours, bon an, mal an, chaque année, un certain nombre de régularisations. Et donc, voilà, vous avez... on peut passer au... Voilà, ça, c'est le nombre total d'étrangers dans notre pays au 31 décembre 2016. Je voudrais, rapidement, puisque je suis obligé de survoler cette question, vous donner aussi quelques informations sur la demande d'asile dans notre pays. Puisque c'est évidemment la question qui fait aujourd'hui débat. Et vous avez état des lieux de la demande d'asile dans notre pays avec la répartition de cette demande d'asile. Et vous voyez que 43% de la demande d'asile se concentre sur la région parisienne. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés, puisque l'Île-de-France, enfin quand je dis la région parisienne, c'est l'Île-de-France, en fait l'Île-de-France est sous-dotée en capacité d'hébergement, d'où un certain nombre d'événements auxquels vous avez pu assister et qui continuent d'ailleurs à alimenter bien des polémiques. Mais donc une répartition très inégale sur l'ensemble du territoire. Ensuite, vous avez une demande d'asile qui provient d'un certain nombre de pays. C'est le slide suivant. Et voilà. Alors, vous avez évidemment Soudan, Syrie, Soudan, Afghanistan, Syrie. Et puis, vous avez en 2017 la fameuse question albanaise qui préoccupe beaucoup nos autorités. Parce que, a priori, l'Albanie, certes, n'est pas un long fleuve tranquille, mais n'est pas non plus un pays en guerre. Et le taux de reconnaissance pour les personnes en provenance d'Albanie en 2017 était de 6,5%. Ce qui, donc, sur 7500 demandes d'asile en 2017, 500 personnes ont obtenu l'asile. Ce qui fait dire très rapidement à un certain nombre d'autorités que finalement, les Albanais n'ont aucune raison de venir demander l'asile en France ou en Europe. C'est un peu plus compliqué que ça, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, la Convention de Genève, elle promeut un examen au cas par cas. Et elle ne s'arrête pas sur la nationalité des personnes. Et donc, le véritable enjeu, ce n'est pas de dissuader les Albanais de venir dans notre pays, c'est tout simplement de prendre en charge cette demande d'asile rapidement, de juger de la nécessité ou non d'accorder le statut de réfugié, et puis ensuite de décider de leur sort pour ceux qui n'obtiennent pas l'asile. Voilà. Alors, brièvement, les régions d'accueil en France, vous les avez vues, là, l'Île-de-France, le reste de la France, 44%, très bien. Et l'évolution de la demande d'asile, je voudrais qu'on passe tout de suite à un autre slide, qui est l'évolution de la demande d'asile. Oui, alors, répartition par genre des demandeurs d'asile, 67% sont des hommes,
33% sont des femmes, et l'âge moyen des demandeurs est aujourd'hui de 33 ans. Mais je voudrais qu'on passe tout de suite à la question de l'évolution de la demande d'asile. Voilà. En France, puisqu'on vous dit que récemment, la demande d'asile a atteint des sommets inégalés. Vous voyez, je vous ai mis sur une séquence de 15 ans, 16 ans, et il vous manque 2017. 2017, c'est en fait 90 000 personnes qui ont demandé l'asile, 73 000 nouvelles demandes, plus 20 000 mineurs accompagnants. Mais vous voyez que tout de même, tout ça reste énormément sous contrôle. Et que, en réalité, quand la crise migratoire s'est déclenchée, la France a été quelque peu épargnée. Alors, cela étant, une fois que je vous ai dit tout cela, je vous ai donné un certain nombre de repères globaux, il faut quand même bien se dire entre nous que la question migratoire n'est jamais un long fleuve tranquille, quel que soit le pays où elle se produit, parce que, évidemment, la question migratoire, derrière la question de la liberté d'installation, on oublie souvent, la liberté de circulation, on oublie souvent qu'il y a la question de l'installation, et la question de l'installation, ça suppose évidemment le partage de la ressource disponible. Et c'est évidemment dans des périodes de crise, c'est évidemment une question qui se pose dans nos démocraties. Vous avez à faire face à un sentiment d'insécurité sociale, d'insécurité culturelle, qu'il ne faut évidemment pas nier. C'est un premier problème. Deuxième problème que l'on rencontre sur l'ensemble du territoire, parce que je rappelle quand même que l'opinion publique aujourd'hui est majoritairement rétive à l'accueil des migrants, même des réfugiés. 70% de la population déclarait récemment dans un sondage que l'immigration n'était pas une bonne chose pour la France, alors même qu'un tiers de nos compatriotes ont un parent étranger. Donc c'est dire que la situation est quand même extrêmement compliquée. Et cela s'explique aussi parce que vous avez un sentiment sur un certain nombre de territoires, notamment ruraux, mais pas simplement, d'une concurrence des pauvretés. Et affronter ce sentiment demande des réponses publiques, de politiques publiques, extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Je vais vous raconter une anecdote. Nous avons ouvert une structure d'accueil pour demandeurs d'asile dans un petit village de Lozère, 350 habitants, il y a plus de 10 ans. Et le village est plutôt content parce qu'on a permis que le médecin reste, que la pharmacie reste ouverte, que la poste reste ouverte, etc. Et puis, il y a 2 ans, nous avons reçu une lettre de quelques habitants du village qui se trouvaient fort maris que, en réalité, nos demandeurs d'asile bénéficient d'un moyen de transport pour aller de ce petit village qui s'appelle donc Chambon-le-Château en Lozère à Mende, la capitale, 40 km. Et que eux, habitants du village, ne disposaient de rien du tout. Et donc, question pas très simple à régler, parce que nous ne sommes pas transporteurs, nous ne pouvons pas en avoir la responsabilité. C'est tourné vers le Conseil général, mais le Conseil général avait d'autres chats à fouetter. Eh bien, vous savez, aux dernières élections, le Front National a fait une percée remarquable dans ce petit village, et je suis absolument convaincu que c'est à partir d'exemples comme cela, non résolus, que, évidemment, l'extrême droite progresse. Et donc, il y a là des problématiques très lourdes. Quand, en pleine crise de l'accueil, les pouvoirs publics ont décidé, par exemple, lors de l'évacuation de Calais et des 7000 personnes de Calais, ont décidé d'ouvrir en urgence des centres d'urgence,
et que les habitants des cités, dans les villages ou dans les villes moyennes n'étaient pas prévenus, ont vu débarquer des cars amenant des demandeurs d'asile ou des gens tout simplement qui venaient de Calais, puis qu'ils ont vu en même temps arriver quelques camionnettes pour équiper les appartements. Je vous assure que ça a été quand même assez compliqué à gérer sur le terrain. Et c'est comme ça que se nourrit évidemment le sentiment de concurrence. Et puis, alors, vous avez également de nouvelles catégories migratoires qui apparaissent sur notre territoire. Alors, à vrai dire, elles ne sont pas nouvelles, elles sont tout simplement, elles, beaucoup plus importantes. Je parle par exemple des mineurs isolés étrangers, qui est un problème extrêmement difficile à traiter, parce que d'abord il est passionnel, et que, en gros, alors qui sont ces mineurs isolés étrangers et comment détermine-t-on la minorité? Vous avez tout un courant de pensée qui considère que la parole du jeune doit prévaloir et que dès lors qu'un jeune se déclare mineur, il doit rentrer dans un dispositif pour mineurs. Ça, c'est sans doute l'idéal, mais il n'y a aucune institution dans ce pays qui acceptera de faire rentrer des jeunes gens sans vérifier la minorité. Alors comment se vérifie la minorité? Je parle à un public sans doute averti. C'est le seul domaine où on n'est pas fait de progrès en matière de mesure d'âge, puisque on est sur un référentiel, on est toujours sur un référentiel de mesure d'âge qui date de 1930. C'est fait sur une population d'origine caucasienne pour mesurer les retards de croissance, et de l'avis de tous les médecins que j'ai vus, il y a 18 mois d'incertitude. Et donc, c'est quand même extraordinaire qu'on n'ait pas réussi à progresser ni au niveau national ni au niveau européen sur cette question de la mesure d'âge. Et 18 mois, évidemment, ça vous transforme toute une situation. Vous êtes majeur ou vous êtes mineur. Si vous êtes majeur, vous êtes expulsable. Si vous êtes mineur, vous pouvez être pris en charge par la protection de l'enfance. Alors, avec un grand débat dans notre pays, c'est qui prend en charge ces mineurs isolés étrangers. La loi ne fait pas de distinction entre mineurs nationaux et mineurs étrangers. Et donc, c'est au département de prendre en charge cette population. Mais les départements, évidemment, disent depuis 20 ans, mais c'est quand même une décision régalienne de l'État qui a décidé de laisser rentrer ces jeunes. Et donc, c'est à l'État de régler la facture. Évidemment, je vous laisse imaginer le débat récurrent depuis 20 ans qui n'avance pas, et surtout dans un moment où les collectivités locales ont de lourdes charges et pas forcément une compensation financière à la hauteur de leur problématique. Alors, simplement, il y a 3 ans, le nombre de mineurs isolés étrangers repérés dans notre pays et pris en charge, c'était environ de 4 000. Là, à la fin de l'année 2017, nous sommes à 25 000. Et donc, et alors, avec des problèmes, alors évidemment, on pourra y revenir plus en détail, mais avec des problèmes budgétaires énormes. Parce que la prise en charge d'un mineur isolé étranger, comme d'un mineur national d'ailleurs, c'est un peu plus de 130 € jour. Et donc, à chacun d'imaginer, évidemment... Alors, avec une problématique, évidemment, à la majorité, où il n'y a pas d'articulation forcée, il n'y a pas d'articulation automatique entre le fait d'avoir été prise en charge mineur par un département et d'obtenir un titre de séjour à la majorité à 18 ans. La loi est ainsi faite qu'il faut, en réalité, un certain nombre de conditions cumulatives pour que le jeune, et au cas par cas, obtienne un titre de séjour à 18 ans. Donc il est expulsable. Alors, il est expulsable. En réalité, c'est une bataille permanente que mènent les associations ou les départements, en disant évidemment à l'État, nous avons investi
sur ces jeunes. Et donc, il faut qu'il puisse poursuivre son cursus et il faut un titre de séjour. Mais il n'y a pas d'automaticité, évidemment. Et une des difficultés aujourd'hui que nous avons sur cette question, c'est qu'il faut se rappeler que la plupart des personnes qui sont sur la route migratoire ont entre 16 et 22 ans. Voilà. Et soyons bien clairs, la vulnérabilité, ça ne se mesure pas à l'âge. Hein, que vous ayez 17 ans, 11 mois, 9 jours, vous n'êtes pas moins ou pas plus vulnérable que celui ou celle qui a 18 ans un jour. En réalité, il n'y a pas de dispositif d'hébergement suffisant. Et donc, il est logique qu'un certain nombre de jeunes gens tentent, évidemment, d'être pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Il y a bien d'autres questions, mais on va vraiment en débattre. Je m'aperçois que je suis déjà trop long et que l'intérêt d'une telle rencontre, c'est de pouvoir évidemment échanger sur ces questions. Simplement dire que les questions migratoires, elles ne vont pas s'atténuer. Moi, ça fait près de 22 ans que je travaille dans ce secteur. Et en réalité, je me suis toujours heurté au niveau de l'administration à deux réponses, j'ose pas dire deux concepts. Le premier, c'est pas la peine de faire quelque chose aujourd'hui parce que ça ira mieux demain. Et franchement, et donc manque d'anticipation, etc. Puis le second, c'est si on fait quelque chose, ça va faire appel d'air. Et donc, les deux éléments-là cumulés font qu'on est en permanence, évidemment, dans l'urgence. Or, la crise migratoire de 2015, certes, elle est derrière nous. Il faut être clair, le gros du flux est derrière nous, mais enfin, nous avons un certain nombre de défis devant nous qui devraient normalement nous obliger à penser l'avenir et à penser des dispositifs adaptés. Alors, parmi les défis à venir, il y en a un, évidemment, sur lequel qui nous saute aux yeux. Vous avez quand même une question. Si je prends par exemple la zone du Sahel, le Sahel cumule au moins deux problèmes. C'est là où se trouvent les pays les plus pauvres au monde, avec un revenu par tête le plus faible, et puis le taux de démographie le plus élevé. 7 enfants par femme dans le Niger, etc. Et donc, évidemment, si vous n'avez pas une réponse en termes de développement, en termes une réponse à offrir à la jeunesse de ces pays, ils se mettront en mouvement. Et à partir de là, ça nous interroge à la fois sur les politiques de coopération et de développement à mettre en œuvre, en sachant que les politiques de développement, c'est jamais un miracle. Hein. Parce que j'entends très souvent les responsables politiques dire « bah oui, évidemment, c'est là-bas qu'il faut les aider ». Avec l'idée de « si on les aide là-bas, ils ne viendront pas ». Or, ce que nous savons, c'est que les politiques de développement, dans un premier temps, ne freinent pas la migration. Au contraire, elles l'accélèrent. Parce qu'il faut un certain niveau de développement et de revenus par tête pour que la migration cesse. En réalité, ce n'est pas les mêmes qui vont migrer. Il va y avoir des pressions sur les classes moyennes qui, elles, vont se mettre en mouvement. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Mais en tout cas, il y a à s'interroger sur ces problématiques. Donc, question de partage des richesses, évidemment, question démographique, question climatique, parce que la raréfaction des sources d'eau dans un certain nombre de zones, toujours les mêmes d'ailleurs, entre autres, évidemment, provoqueront un certain nombre, et commencent à provoquer un certain nombre de déplacements à l'intérieur des populations. On voit évidemment que le désert progresse
et incite toute une partie de la population africaine à remonter vers le nord. Et donc nous aurons aussi évidemment à traiter de ces questions. Donc comment aborder ces problématiques? Sans doute en revoyant la gouvernance en Europe d'abord, parce que je crois que la question ne peut pas être résolue à l'échelon national, mais également en interrogeant la communauté internationale. Je remarque simplement et très rapidement que l'année dernière, l'ONU avait mis en place le pacte mondial pour les migrations, en se disant que c'était à la communauté internationale, évidemment, de chercher des moyens de régulation, d'ouvrir des voies de migration légales. Et évidemment, il y a un mois, le président Trump a dénoncé la participation des États-Unis à ce pacte mondial pour les migrations. Or, pour mettre en place une nouvelle gouvernance, il ne faut pas simplement de la volonté, il faut aussi un petit peu d'argent. Et donc, aujourd'hui, toutes les institutions internationales sont en crise parce qu'il y a aussi un défaut de moyens. Voilà, de manière extrêmement succincte, en survolant ces questions de manière extrêmement rapide, ce que je voulais vous dire.